Le livre À la rencontre des diversités, ensemble pour une trajectoire de service en petite enfance et en troubles du spectre de l'autisme de qualité, réalisé en partenariat avec des familles, des intervenants, des milieux de pratique, des étudiants et des chercheurs. Alors, à l'origine, quand on a pensé ce livre avec Mélina et Marie, en fait, notre idée, c'était vraiment de partager les connaissances qu'on a comme chercheurs, donc issus de la littérature scientifique et puis du produit, donc de nos recherches et notamment dans le cadre de ce livre, de l'expérience des familles de, euh, vivant avec un enfant qui a un trouble du spectre de l'autisme et immigrantes. C'est à la fois un grand privilège, un grand plaisir pour moi de vous dire quelques mots en lien avec cet ouvrage sur les services pour les familles immigrantes ayant un jeune enfant sur le spectre de l'autisme ou soupçonné d'y être. Un livre que je sais être le fruit d'un long travail et construit par des gens de passion. Les propos tenus ou rapportés tout le long des chapitres du livre ont fortement résonné en moi, de par mon expérience. J'ai quitté mon pays pour les États-Unis il y a 15 ans, d'abord pour l'aventure, et puis lorsque mon plus jeune fils a été diagnostiqué d'un TSA, je ne pouvais plus rentrer dans mon pays, où mon fils se voyait tout simplement interdire une scolarisation, et dans le meilleur des cas, aurait eu une prise en charge éthiquement discutable, disons. Mon fils a pu être scolarisé aux États-Unis dans son école de quartier en classe spécialisée, puis très vite, au bout de 2 ans, sous notre poussée, en classe régulière. Alors qu'il avait 9 ans, toute la famille a débarqué, toujours sous visa temporaire au Québec. Ce fut alors un autre cadre légal auquel s'adapter, un autre système éducatif plus complexe à naviguer et une autre façon de voir le TSA aussi. Et c'est là que j'ai mesuré combien sont cruciales ces années autour de la période diagnostique, autour des 3 ans. Combien c'est là qu'il est important de s'entourer d'alliés, notamment dans le domaine de la santé. Combien les choix que nous faisons ont une incidence à très long terme. Combien nous sommes particulièrement fragiles en tant que parents immigrants à ne devoir compter que sur nous-mêmes avant tout, couper de notre famille qui nous soutient à distance, à coup d'appel vidéo en décalage horaire. Combien les interventions menées à cette période, que ce soit analyse appliquée du comportement, que vous appelez ici ICI, PECS, les pictogrammes, etc., sont culturellement normées. Idem pour les tests auxquels mon fils a été soumis, WISC, etc. Que des comportements de mon fils jugés comme problématiques dans ma société d'accueil ne l'étaient pas pour la Française que j'étais et que je suis. Et vice-versa, d'autres me semblaient une priorité car inacceptables alors qu'ils étaient monnaie courante dans mon pays d'accueil. J'ai surtout vu combien la qualité des personnes et des systèmes sur lesquels on tombe influent notre action et le devenir de nos enfants. Combien les systèmes légaux qui encadrent la santé, l'éducation, l'immigration ont eu un poids incroyable sur nos vies. Ceux de mon pays me forçant à l'exil et à le maintenir, ceux des États-Unis donnant une chance unique à mon fils mais nous obligeant de devoir le quitter le pays un peu en catastrophe de visa, et ceux du Canada qui nous ont amenés à ne pas demander de service et à naviguer des eaux assez tourmentées et complexifiées par les conflits internes à ce pays. Donc je ne peux donc que conseiller la lecture de ce livre, que ce soit aux parents qui s'y retrouveront à travers les expériences des autres, mais aussi pourront en tirer quelques clés pour cibler leurs actions futures. Mais je le conseille aussi aux acteurs du monde de l'éducation, de la santé, et à toute personne qui se sent concernée par ces questions pour mieux saisir la complexité des enjeux et l'importance de changer un système qui reste encore trop excluant et qui pose encore beaucoup trop d'obstacles. Offrir des services dans le domaine de la santé, des services sociaux et l'éducation aux familles et aux jeunes enfants exige nécessairement, selon nous, d'aller vers la diversité ou les diversités, avec toutes les richesses et les défis que cette rencontre comporte. Au-delà des savoir-faire scientifiques, cliniques et expérientiels qu'apporte chacune des personnes engagées dans les services à l'enfant et à sa famille, cette rencontre des diversités, si on la construit en partenariat avec les familles, implique autant une démarche et des pratiques réflexives qu'une ouverture vers la différence, celle des autres, comme les nôtres. Notre livre synthétise les apprentissages que nous avons faits dans le cadre d'un projet longitudinal
où plusieurs familles ayant vécu à la fois une immigration récente et ayant reçu le diagnostic d'autisme pour leurs enfants, nous ont généreusement partagé leur expérience à travers différents temps tout au long de leur trajectoire de service en petite enfance et aussi à travers différents moyens, comme des entrevues ou la complétion d'une série de questionnaires. Ils nous ont partagé leur expérience en passant par les premiers soupçons d'un retard ou d'une atypie développementale chez leur enfant, en passant aussi par tout le processus d'évaluation diagnostique, l'annonce diagnostique. Ils nous ont aussi partagé leur expérience pendant les attentes de services et de soutien pour eux et pour leurs enfants. Ils ont partagé leur vécu pendant l'obtention des services spécialisés en petite enfance et puis finalement, lors de la transition de leur enfant à l'école. Pourquoi le projet FAMIM a été réalisé? Bien, en travaillant en partenariat avec les milieux de pratique et les familles, on a eu un constat commun et répété des besoins de mieux comprendre l'expérience des familles et des intervenants en contexte de diversité pour mieux réfléchir ensemble aux moyens de travailler ensemble et d'offrir des services plus sensibles aux réalités des familles. Notre projet, notre livre est un projet de cœur qui vise à présenter en toute humilité les données probantes et l'expérience des familles dans la vraie vie pour entreprendre un partenariat famille et service, en considérant la diversité dans toutes les façons qu'elle peut se présenter, au-delà d'un diagnostic, au-delà d'un pays d'origine ou au-delà d'une culture de service, et dans toute la force que ces diversités peuvent comporter. Donc évidemment, partager, ça veut dire partager des connaissances, les transférer, mais surtout ce qu'on désirait avant tout, c'est que ces connaissances, ce qu'on désire, c'est qu'elles soient mobilisées sur le terrain des pratiques. Et pour ça, on a pensé à une structure, en fait, qu'on a schématisée ici, donc qui est en 2 parties. Donc la première partie du livre, c'est vraiment les apports théoriques. Qu'est-ce que l'on sait, sans être une revue de littérature exhaustive, sur le parcours des familles d'enfants qui ont un trouble du spectre de l'autisme en petite enfance, et aussi de présenter nos cadres conceptuels qui ont été construits donc sur la base de ces apports théoriques internationaux, mais aussi sur la base de témoignages des familles. Donc, dans cette première partie, on a vraiment les 2 premiers chapitres qui relatent le parcours de ces familles à l'issue d'une revue des écrits. Et puis, vous aurez les 2 modèles théoriques. Donc, au chapitre 3, le modèle d'évaluation de la qualité de la trajectoire des services en petite enfance par les parents. Et ensuite, le modèle qui est plus sur comment développer des services sensibles aux besoins des familles, justement en contexte de diversité. Dans la partie 2, on entre plus dans le cœur des résultats issus du projet de recherche FAMIM. Alors évidemment, on présente ces résultats pour que ça permette d'avoir une structure en fonction des apports théoriques que l'on a pu mettre en avant dans la partie 1. Alors, dans cette deuxième partie, on a cette fois-ci 3 chapitres qui sont les chapitres qui suivent la trajectoire de service des familles. Donc, le premier chapitre, chapitre 5, touche à l'expérience que nous ont permis de voir les parents du projet FAMIM interrogés lorsqu'ils sont passés des premiers soupçons de difficultés développementales chez leur enfant au moment du diagnostic. Ensuite, on va avoir le témoignage de ces familles et les résultats au moment où ils ont reçu des services d'intervention précoce spécialisés, donc l'intervention comportementale intensive. Et puis c'est pour ça que c'est intéressant de lancer ce livre au moment de cette journée, En marche vers l'école, donc qui sont l'expérience de ces familles au moment de l'entrée de leur enfant à l'école. Alors, les points communs, notre volonté, c'était aussi de permettre une sorte d'ancrage dans une réalité vécue par les familles. Et c'est pour ça qu'on a introduit, que ce soit dans la partie 1
au début des chapitres ou dans la partie 2 à la fin des chapitres, des histoires qui sont des formes de vignettes. Donc, vous allez découvrir Charlotte, Idriss, Jean et Sarah et leur famille dans la partie 1 qui permettent de bien comprendre les éléments théoriques que l'on propose, alors que dans la partie 2, vous allez rencontrer Solane, Luna et Naïla, et bien sûr leur famille. Alors à chaque fois, et surtout peut-être plutôt destiné aux étudiants qui liront ce texte, on propose des éléments théoriques à retenir pour la partie 1 et pour la partie 2, des questions et des réflexions qui permettent d'aller un peu plus loin par rapport à ce qui est proposé. Alors, on souhaite que ce livre vous permette et cette structure vous permette d'entrer un peu comme vous voulez dans ce livre et surtout que les connaissances qu'on essaye de transmettre, de partager, eh bien, elles soient utilisées sur le terrain et elles permettent à chaque famille issue de la diversité de vivre une trajectoire de service de qualité. Alors, le projet de recherche qui est à la base de ce livre avait pour objectif d'identifier les obstacles et les facilitateurs dans la trajectoire de service vécue par les familles issues de l'immigration qui ont un enfant avec un trouble du spectre de l'autisme. Au final, ce projet de recherche nous a permis de développer 2 modèles conceptuels. Chacun de ces modèles a pour objectif de mieux comprendre la réalité des familles et donc d'adapter les services à ces réalités. Le premier modèle développé par l'équipe de recherche est le modèle étape, donc évaluation de la satisfaction et la trajectoire de service du point de vue des familles. Ce modèle vise à évaluer la qualité de la trajectoire de service du point de vue des familles en se basant sur 5 déterminants de la qualité. Ces 5 déterminants, c'est l'accessibilité, la continuité, la flexibilité, la validité et la qualité de la relation avec l'intervenant. Le but étant d'avoir une réelle connaissance de ce que les familles apprécient ou n'apprécient pas dans les services pour pouvoir réfléchir ensemble sur les adaptations à faire pour répondre au mieux aux besoins des familles. Le second modèle qui a été développé par l'équipe de recherche est le modèle qui permet d'appréhender les services et comment adapter les services et notre manière d'interagir en tant que professionnel avec les familles issues de la diversité. En fait, tout ce projet de recherche a alimenté une réflexion sur la manière dont les services, les professionnels, mais aussi les familles pouvaient appréhender la diversité pour en faire une force. Donc, ce modèle est comme un peu un point de convergence entre les données de la littérature existantes sur les services en diversité culturelle, mais aussi un point de convergence avec nos données de recherche à nous et ce que les familles ont partagé avec nous. Donc, ce modèle a plusieurs composantes. La première composante, c'est la composante services disponibles et modalités. Donc, ici, on va aborder quel type de service et avec quelle modalité on peut desservir un maximum de familles. La seconde composante, c'est le développement des connaissances. Donc, quel type de connaissances sont importantes à développer, aussi bien chez les professionnels que chez les familles. La troisième composante, c'est l'humilité culturelle. Ça fait plus référence à un savoir-être. Quelles questions se poser en tant qu'intervenant, comment réfléchir à la diversité. Et au final, le point central de tout ça, c'est le partenariat famille et professionnel. Au-delà de ces 2 modèles qui sont décrits dans le livre et qui vont vous être expliqués vraiment en détail, ce projet de recherche a permis aussi d'écrire une dizaine d'articles scientifiques qui sont publiés dans des revues scientifiques, une thèse et aussi de faire plusieurs communications dans des congrès scientifiques ou professionnels. Puis tant les chercheurs que les professionnels qu'on a pu rencontrer dans ces différents congrès ou événements ont montré un réel intérêt pour nos données et ont trouvé ça très pertinent. C'est à ce moment-là qu'on a décidé avec Mélina et Céline de réfléchir à un moyen de vulgariser nos données pour qu'elles soient accessibles à un plus grand nombre de personnes. Et c'est comme ça que l'idée du livre a émergé pour pouvoir partager les expériences qu'on a partagées avec nous les familles, mais aussi les réflexions qu'on a eues, les données, pour pouvoir réfléchir tous ensemble sur des moyens d'offrir des services de qualité à l'ensemble des familles. Bonjour,
Je m'appelle Brigitte Leblanc, je suis ergothérapeute au Centre de réadaptation Marie-Enfant avec la clientèle en troubles de langage. Et évidemment, parmi ma clientèle, il y a des enfants qui font partie du TSA, du trouble du spectre de l'autisme. Alors, j'ai eu la chance de regarder, de lire à la rencontre de la diversité. Et ce projet, je comprenais bien qu'il était parti d'un projet de recherche où on avait interviewé plusieurs familles pour voir comment ils vivaient leur parcours. Donc, dans le fond, les familles qui avaient un parcours migratoire et après qui avaient un enfant qui avait un handicap qui était le TSA. Ce que j'ai déjà trouvé intéressant au départ, c'est le titre « À la rencontre de la diversité ». Donc, comme thérapeute, ça me parlait beaucoup parce que je pense qu'en ce moment, il y a un changement de paradigme. C'est-à-dire que la façon dont on veut soigner les gens, on veut s'engager avec l'autre, on comprend que l'empathie, c'est important. On ne veut pas juste être dans une position de celui qui sait, mais on veut mettre le parent au cœur du soin. Et donc, pour moi, c'était ça l'idée du mot « rencontre ». Et le mot « diversité » aussi, j'ai trouvé très intéressant parce que pour moi, évidemment, il y a la diversité ethnique, mais pour moi, je voyais que c'était toutes les diversités possibles quand on rencontre un enfant et un parent. Que toute cette différence, les épreuves qu'on a vécues, notre santé mentale, la pauvreté et évidemment le parcours migratoire. Mais tout ça est un enjeu, est une difficulté supplémentaire quand on a un enfant qui a un handicap comme le TSA. Alors, en tant qu'ergothérapeute, évidemment, ma section préférée, c'est quand on m'explique des choses et qu'on me donne des pistes de solutions. Donc, j'étais bien contente d'avoir une définition du TSA encore pour me rafraîchir la mémoire, mais surtout, comment on l'évalue? Parce qu'on se pose quand même toujours des questions, mais comment vraiment on évalue cet enfant-là? Quels soins sont importants selon les données probantes et qu'est-ce qu'on doit faire pour améliorer à la fois les soins puis améliorer la trajectoire? Alors, j'ai aimé évidemment les vignettes de clients parce que ça rend ça bien concret. Mais dans les solutions, les pistes de solutions, il y avait l'intervenant pivot. Et ça, j'y crois depuis toujours. La clientèle de plus en plus lourde et parfois de moins en moins d'intervenants. En fait, on a de la difficulté à les avoir. Donc, des fois, il faut attendre, malheureusement. Et l'intervenant pivot est là pour diminuer notre angoisse, pour faire en sorte qu'on ne répète pas toujours notre histoire, mais surtout pour développer un lien de confiance. Et je pense qu'il est très important avec les TSA, avec les parents qui ont des enfants TSA, et avec des parents qui viennent d'un autre pays. Parce qu'on doit avoir beaucoup plus d'anxiété. Est-ce que je vais être acceptée? Est-ce que mon enfant va être accepté? Durant l'attente, l'importance des groupes de stimulation offerts au CLSC, qui pourraient être plus nombreux, et des groupes de support de parents qui se donnent des solutions entre eux. L'importance aussi, évidemment, du support lors de l'annonce, parce que c'est une annonce qui n'est pas rien. Le partage d'idées entre les gens. Ce qui est intéressant aussi, c'était de constater que comme ils vont beaucoup à la garderie, il y en a plusieurs qui vont à la garderie, mais que finalement, les éducateurs ne sont pas si formés par rapport à cette réalité-là, que ce soit la réalité de venir d'ailleurs, mais surtout la réalité du TSA. Et j'ai bien aimé aussi ce mot que je ne connaissais pas, qui s'appelle l'humilité culturelle, que je comprenais, moi, dans le sens d'accepter l'autre où il est rendu, d'une relation authentique, d'une vraie écoute, pas une écouter avec notre agenda, mais plutôt d'une écoute avec qu'est-ce qu'on va découvrir ensemble, quelles seront des pistes de solutions que vous, comme parents, allez me donner et puis que moi, je vais partager avec vous. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire pour l'engagement. Aussi, le processus autoréflexif du thérapeute, c'est-à-dire des fois, on a de la difficulté avec certains parents parce qu'ils viennent d'ailleurs, parce qu'il y a des cultures différentes, des valeurs différentes, mais pourquoi je suis mal à l'aise et qu'est-ce que je peux faire pour créer un lien du cœur? Parce que les parents, ce qu'ils ont dit beaucoup, c'est qu'ils étaient sensibles à l'écoute du parent, donc en fait à la sensibilité du parent face à eux et face à leur enfant. Et ça crée vraiment un meilleur lien. Ils m'ont bien expliqué ce qu'était une intervention intensive, l'ICI, et ce que j'ai aussi apprécié, c'est le dernier chapitre 7, sur comment fait-on pour préparer les enfants à l'école quand on a un enfant TSA. L'importance de diminuer l'anxiété, l'importance d'aller visiter l'école, qu'est-ce que ça fait pour cet enfant-là, comment c'est important. Alors, je voudrais remercier les auteurs pour cette petite mine d'idées
et de pistes de solutions qui nous permettent de réfléchir à notre façon d'être thérapeute avec les enfants TSA et face à la diversité de tout acabit. Merci beaucoup. Cela dit, je voudrais terminer par un bref message aux parents de jeunes enfants ayant un TSA qui pourraient m'écouter. Les neuropsys qui suivaient mon fils petit m'ont avoué au bout de quelques années qu'ils pensaient que jamais il ne parlerait ni ne lirait. Et puis il a grandi et aujourd'hui il a 16 ans, il est toujours en classe régulière, en secondaire 4, il va passer ses examens à la fin de l'année comme la majorité. Il a une vie sociale comme on peut en avoir une dans les circonstances actuelles et il est apprécié de tous. Lorsqu'il avait 3 ans et que j'entendais ou je lisais ce genre d'histoire, j'y croyais pas pour mon enfant. Mais je gardais cet espoir au fond de moi, au fond. Et c'est ce qui m'a porté. Donc, gardez aussi ce cap. Croyez en votre enfant, en vous-même. Suivez votre instinct et surtout, entourez-vous d'alliés et informez-vous. La connaissance est clé et ce livre, c'est un moyen supplémentaire de vous donner du pouvoir d'agir.